Nous sommes de retour avec nos invités Francisco Napokura et Credo Tétéon Palais de Madagascar, et ces deux Français arrêtés pour atteinte à la sûreté de l'État. Francisco nous faisait une démonstration par rapport à ce qui est arrivé à Lomé au Togo. Voilà, donc je vous parlais de comment les gens arrivent à faire rentrer dans notre pays, sinon dans nos pays, des armes, même la drogue. Et je donnais l'exemple tout à l'heure d'une société implantée au Togo, d'accord, qui est une société de manutention, une société de transport, d'accord, de transport maritime et terrestre. Donc, ils font même leur propre transit. Donc, ils ont importé des conteneurs qui sont restés au port pendant des mois. Alors que pour un opérateur, lorsque vous faites rentrer un conteneur dans un pays, quand c'est déchargé, il y a un délai pour enlever. À partir de cet instant, vous avez des pénalités que vous payez. Imaginez un conteneur qui reste 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Et les gens laissent. Mais et donc, vous estimez qu'on peut avoir des armes dans ces conteneurs? C'est possible. C'est possible. La preuve, la police togolaise vient de mettre la main sur un important lot de drogue. Il y a 2 semaines, c'est le même samedi quand le port, il y a eu l'incendie au port, que ceci s'est passé. Donc, les gens ont déposé le conteneur, ils ont pu faire les formalités de transit, ils ont enlevé le conteneur qui est passé sous le scanner. Le scanner qui est censé détecter le conteneur n'a pas pu le faire. D'accord? Ça veut dire que c'est eux-mêmes qui ont implanté le scanner. Ils savent quel scanner ils ont implanté. Ils sortent la marchandise, le conteneur, ils amènent dans leur entrepôt. Dans la société, au sein de la société, l'entrepôt est là-bas. Ils étaient en train de dépoter et la police togolaise a pris garde. Je dis, mais ce conteneur a duré au port, ce conteneur a fait des traversées, même si il n'a pas été signalé comme suspect, nous on le suspecte. Et ils ont suivi jusqu'au dépotage, et c'est lorsque ils ont commencé par sortir des sacs, on dit des sacs de sucre, alors que dans le sucre, ils ont mis des blocs de cocaïne. Et voilà comment on a pu mettre la main, n'est-ce pas, sur la drogue. Ça peut être les armes. Et ils vont les enterrer là où ils veulent. Et le jour où les gens veulent agir, ils envoient les commandos. C'est tout ce qu'on demande à nos services de sécurité, parce que lorsque ça va crépiter, au fait, mais eux aussi sont en danger et la population est en danger. Donc, il y a beaucoup de travail à faire. On n'a pas à dormir sur les renseignements de ces gens. Et l'homme dont vous parlez, qui est un homme de société, c'est des hommes influents. C'est des hommes influents. Par exemple, le cas du Togo, le directeur de la société, où c'est tous ces blancs que ce soit les Allemands, les Français, mais ils ont chacun un homme à la présidence de la République. Mais combien de fonctionnaires police ou douaniers n'ont pas été enlevés de leur poste parce qu'un directeur de société s'est plaint à la présidence et le conseiller est agi et on a dégagé l'agent, alors que l'agent est en train de faire son travail, ce qu'il fallait faire pour la sécurité même du chef de l'État. Voilà comment nous laissons nos services, on dépouille le truc. Et puis bon, les gens sont prêts. Voilà. Qu'est-ce qui peut expliquer aussi cette défiance? Il a donné l'exemple de la coca au port autonome de Lomé. Non, je crois que vouloir expliquer la défaillance, donc c'est insister sur les responsabilités de ceux qui travaillent et également les responsabilités de ceux qui transportent les conteneurs. Parce qu'il y a des gens, ils savent pertinemment que c'est une activité. C'est vrai que ma question n'est pas forcément pour cette cocaïne, mais en général, quand on parle de ces armes au niveau de Madagascar et partout en Afrique. Non, c'est ce que Francisco essayait de démontrer lorsqu'il a pris l'exemple de l'Haïti. Donc, c'est dire que les Colombiens n'ont pas traversé les frontières avec les armes, mais ils ont été fournis sur le territoire haïtien. Donc, s'ils ont été fournis sur le territoire haïtien, les armes ne venaient pas des magasins des forces armées haïtiennes. Donc, c'est dire que entre-temps, il y a eu des gens qui ont pu introduire les armes
avec des complicités bien sûr sur le territoire, et puis ceux qui devaient venir faire le commando tiré sont arrivés comme des touristes, donc ils sont rentrés et on leur a donné les moyens de leur politique. Donc c'est dire qu'il faut insister, renforcer les systèmes de renseignement. Si on parle de renforcement de systèmes de renseignement, donc ça passe par des outils qu'on doit mettre à leur disposition, mais les agents même des services de renseignement, comment est-ce qu'on les rémunère? Est-ce que ces personnes sont vraiment rémunérées? Est-ce qu'ils sont à l'abri du besoin? Vous voyez l'exemple qu'il a donné, donc je dis l'exemple qu'il a donné parce que j'ai pas vécu les faits, mais l'exemple qu'il a donné jusqu'à ce que ça traverse le dépotage, ça aille jusqu'au dépotage, ça a traversé le scanner, donc c'est dire que sur toute la ligne, il y a eu des complicités. Si c'est passé dans le scanner, qui est ultra sophistiqué, qui même doit détecter le contenu même de ce conteneur, même avec les tas de ferraille qui ont composé, disons, la coque même du conteneur, donc le scanner pénètre pour voir s'il n'y a pas des choses qui ont été mises dedans. Donc si c'est passé, et puis ça a eu le visa, donc c'est que sur toute la ligne, il y a eu des complicités. Maintenant que la police a joué son rôle, je crois qu'on peut faire un feedback pour interroger toute la chaîne. Non, ça, toute la chaîne. Non, rassurez-vous. Toute la chaîne, parce qu'il y a eu des complicités à chaque étape. Maintenant, le point très important qu'il a touché, que Francisco a touché, il y a cette question de perpétuelle vigilance. Ouais. Il y a cette question de perpétuelle vigilance. Heureusement que nos agents de police se sont posés des questions. Vous savez, lorsque vous êtes dans les renseignements, lorsque vous pratiquez un certain métier, à un certain moment, vous développez un flair. Ouais. On dit les surestaries. Faites l'expérience. Ce qu'il a dit, c'est tout à fait vrai. Vous importez un conteneur aujourd'hui, ça arrive, vous ne sortez, vous ne faites pas les formalités à temps. Les surestaries peuvent même, lorsque c'est accumulé, dépasser même le prix de la marchandise. Le prix de la marchandise et puis du transport. Oui. Du transport maritime. Donc les gens, lorsqu'on vous calcule les surestaries, vous prenez la tête. Mais volontairement, on a laissé 1 mois, 2 mois, 3 mois. Donc c'est dire que ces 90 jours ont été mis à profit pour essayer de mouiller des gens. Pour que les gens là soient, au moment où les gens étaient sûrs des personnes qui vont opérer le jour-là. Donc vous avez vu que le conteneur est sorti du port, sinon ça ne devrait même pas sortir. Et on sait, pour ceux qui ont cette chance-là d'assister, disons à l'ouverture des conteneurs, au travail que fait Interpol, d'autres services, donc on ne va pas citer les services ici, pour ne pas les exposer aussi, vous verrez que c'est un travail méticuleux qui est fait. Donc c'est là où je dis il faut interroger toute la chaîne. Aujourd'hui, la vigilance des agents ou bien l'intuition des agents a permis à ce qu'ils fassent même la filature. Parce que c'est sorti du port. Jusqu'aux entrepôts de cette société, donc c'est la filature. Donc la filature, ils sont tombés sur la manne. Donc c'est dire qu'il y a des chaînes de complicité. Si on va fouiller ces chaînes de complicité, peut-être que des têtes vont tomber et tu seras même surpris des têtes qui pourraient tomber. Donc c'est dire, il a donné cet exemple pour dire que c'est la cocaïne. Ça a été tellement magnifié, fait. Donc c'est facile également de faire rentrer les armes dans nos pays. Donc d'où la vigilance, le professionnalisme et la responsabilisation de nos agents. Vous savez, à un certain moment, s'il y a des poches de défaillance, qu'est-ce qu'on fait pour décourager? Il faut identifier ces personnes, ne pas les protéger, frapper, taper sur leurs doigts, les exposer, et comme ça, ceux qui auront des velléités ne pourront plus les développer. Donc, c'est la même chose. Donc, on peut recalquer cela dans la défaillance même de nos services de renseignement. Et dans le cas d'espèce de Madagascar, il a bien fait de le nuancer pour dire, on peut supposer que c'est parce qu'ils avaient échoué sur le général de gendarmerie que des dispositifs ont été mis en place qui ont permis d'anticiper pour empêcher cette tentative d'assassinat du président. Certes, mais qu'est-ce qui a été fait réellement? Est-ce que la sécurité extérieure même du pays a été vraiment huilée, a été vraiment outillée? Vous savez, la sécurité extérieure, c'est justement
disons, ces sources ouvertes de renseignement. Ce sont les informations qui viennent. N'oublions pas que nos États se partagent les informations. Surtout en matière sécuritaire, il y a un partage d'informations. Donc là, c'est très important. Il va falloir donner beaucoup plus de moyens. Moi, je le pense, hein, cela n'engage que moi. Il faut donner beaucoup plus de moyens aux hommes qui font le travail. Que les chefs corps, les chefs unités de nos frères et sœurs qui se sont sacrifiés pour faire dans le renseignement. Ces personnes ont été formées, il faut qu'on leur donne également de la matière. Tu ne peux pas demander à quelqu'un qui est un bon flic, un agent, un super agent, qui connaît bien son boulot, mais qui a des soucis, qui n'a même pas les moyens de laisser quelque chose à la maison. Et vous allez voir, et ce ne sont pas de petits sous qu'on propose à ces personnes-là. Tu peux travailler 30 ans, ce qu'on va te proposer en 2 minutes, peut-être que ça peut couvrir tes 30 ans. Ça peut couvrir tes 30 ans et couvrir même... Oui, et c'est ce qui les expose. C'est ce qui les expose. Et surtout protéger, voilà, et surtout protéger les fonctionnaires qui font ce travail. C'est-à-dire qu'on doit donner les moyens, on doit les protéger. Parce qu'il suffit que... C'est que n'importe qui, parce qu'il a un conseiller à la présidence, ou il y a quoi, et puis il prend le téléphone, il appelle le conseiller, et donc on peut l'affecter punitivement comme ça, alors que la personne est en train de faire un travail qui protège la nation. Est-ce que vous voyez? Donc, surtout ça, il faut qu'on ait confiance à nos éléments. Dans le temps, il y avait les coopérants français, et Allemands, Américains, tout ce qui était ici, et qui ont pris les villas partout. Mais en 92, quand ils sont partis, les nôtres, les Togolais ont assumé leurs responsabilités. Donc, il faut que les gens aient confiance aux nationaux. Ce qu'on parle de renseignement, donner les moyens aux gens. On nous parlait des Kofi Congo, c'était des terribles en matière de renseignement. Il y a encore des Kofi Congo aujourd'hui, il y a des gens qui peuvent encore bien agir. Voilà. Ouais. Allez, on passe au second sujet sur l'Afrique et la France. Le Parlement a adopté ce mardi un projet de loi qui prévoit de rendre aux populations spoliées l'argent détourné par les chefs d'État au terme des procédures judiciaires engagées en France. Ces sommes atteignant souvent plusieurs millions d'euros financeront des actions de coopération et du développement et de développement. Francisco Napokura, finalement, c'est une bonne chose quand on voit les enquêtes judiciaires, ça a porté sur la Guinée équatoriale, également le Congo-Brazzaville et d'autres pays. Ces fonds seront donnés à ces populations ou bien à ces nations. Vraiment, c'est d'abord l'interrogation, moi, à mon niveau, c'est comment est-ce que les gens imaginent qu'ils vont faire sortir autant de ressources de leur pays, c'est-à-dire que les ressources qui pouvaient permettre au développement de leur pays, pour aller déposer dans des banques à l'extérieur, ou aller construire des maisons, ou acheter des véhicules, c'est-à-dire qu'ils ne vont même pas conduire une seule fois par an. Et lorsque ces véhicules sont là-bas, mais c'est que c'est inimaginable que les gens puissent penser, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'ils veulent de la vie? Non, parce que l'Afrique a perdu de trop autant d'années d'esclavage qui ont pillé le pays, les pays africains des mêmes valides. D'accord? Et maintenant, lorsque nous avons pris conscience, ou bien on a fait semblant de prendre conscience, maintenant c'est nous-mêmes, nous transportons les ressources, les biens de notre continent pour aller déposer et dans des objets de plaisance. Peut-être pour se mettre à l'abri. Mais regardez, même Omar Bongo, les châteaux de Omar Bongo en France, mais il a fallu que le président Ali Bongo, son fils, rétrocède en quelque sorte les châteaux de Bongo au Gabon pour que le pays entretienne. Je ne sais pas si vous voyez, parce qu'à un moment donné, tout ce que le vieux avait là-bas, mais ça coûtait cher pour que la famille ne dépense pas de l'argent pour les entretenir. Le fils équato-guinéen, Théodoro Obiang-Nguema, il a été arrêté au Brésil avec un important lot de biens, des diamants, de l'or, de l'argent. Mais
Quand le Brésil, les terres sont claires. Quand on vous arrête, après quelques semaines, quelques mois, ça rentre au trésor public brésilien. D'accord? Maintenant, au niveau de la France, si la France peut aider à rapatrier ces biens, ils l'ont déjà fait dans le cas de Abacha, je pense. Mais est-ce que ça a servi à quoi? Je crois que c'est de l'argent qu'on a redistribué comme ça aux gens, au lieu d'en faire un symbole, peut-être, construire des hôpitaux, construire des écoles. Mais c'est de l'argent qui a été redistribué comme Novici. Est-ce que vous voyez? Donc, vraiment, je m'interroge. Mais Novici n'est pas la même chose aussi. Oui, mais je m'interroge quand vous prenez nos dirigeants africains et leur contour, c'est-à-dire que tout ce qui entoure la République, tout ce qui entoure la République, c'est eux qui font quitter l'argent du pays et ils le transforment en biens précieux. Ils ont des appartements partout où ils n'arrivent même pas à aller dormir. Même les appartements qu'ils ont construits dans le pays, peut-être c'est une seule fois ils dorment dedans dans le mois. Est-ce que vous voyez? Donc vraiment, c'est vraiment inimaginable ce que les Africains sont en train de faire. On accuse les Blancs que c'est des colons, ils viennent piller, mais plutôt c'est l'Africain même qui pille pour aller déposer à la disposition et qui ne sert à rien, mais qui lui coûte cher, qui vont coûter parce que lorsqu'il ne sera plus en fonction, il ne peut plus rapatrier les sous qu'il a déposés dans les banques suisses. Ou bien Credo Teto. Non, Credo, lorsqu'il n'est plus en fonction, il est à la retraite, mais on lui demande des papiers qu'il ne peut pas fournir. Donc, tous ces sous-là que nos dirigeants ont déposés en Suisse, c'est ça qui fait la richesse de la Suisse qui n'a aucun minerai. Mais c'est que il faudrait vraiment que nos pays... c'est que... Et la France veut aider forcément l'Afrique. Si la France peut aider, parce que ça fait longtemps que cette histoire traîne. D'abord, la France a aidé à installer. Donc, ils ont installé, ils ont donné, parce que quand nous, les pauvres, comme ça, on demande le visa, on ne nous donne pas. Mais ces gens, ils ont même la nationalité. Certains ont la nationalité américaine, la nationalité... Mais il faut voir l'immensité de... ce que les gens ont pris pour aller faire des bêtises ailleurs. Moi, je dis ça, c'est des bêtises. Alors, Credo Tété, avant de revenir sur le projet de loi qui a été voté, qu'est-ce qui, selon vous, peut expliquer ce comportement de certains chefs d'État africains et de leur clan? On a vu le cas de Bokassa et on a vu sa chute, ce que ça a donné. J'ai donné le cas du Congo-Brazzaville avec le clan Denis Sassou Nguesso, le cas également de la Guinée équatoriale. Non, et il faut cibler la cupidité. Et il y a des êtres humains qui aiment tellement les biens matériels et surtout des biens gratuits qu'ils versent dans ces genres de comportements. Et ça, c'est au détriment de leurs compères des populations. Parce qu'ils n'ont pas travaillé à la sueur de leur front pour avoir ces biens qu'on qualifie aujourd'hui de biens mal acquis, mais ce sont des biens qui ont été à l'origine même spoliés. Parce qu'ils ne peuvent aucunement dire que nous avons économisé nos salaires de fin du mois pour acquérir cela. Donc là, c'est dans les types de transactions bizarres, lorsqu'on parlait dans cette affaire de conteneurs-là, je le disais, c'est des affaires bizarres comme ça qui amènent de la richesse à des gens. Et le système, c'est quoi? C'est qu'ils ont des richesses, ils achètent des choses, mais en fait, l'argent ne sort pas de leur poche, ne sort pas de leur territoire. Mais pour avoir contribué à huiler la chaîne ou bien la machine, donc les récompenses, ils demandent à ce qu'on leur verse ça dans des comptes à l'étranger. Donc ça aussi fait partie des biens mal acquis, parce que la personne ne peut en aucun cas justifier la provenance de ces ressources-là. Maintenant, si vous permettez, je voudrais revenir. Je prends 3 mots. Un projet de loi. Donc c'est dire que pour moi, c'est toujours l'effet d'annonce. Un projet de loi, c'est toujours l'effet d'annonce. Et vous allez voir toute la communication qui a été, toute la stratégie de communication qui a été mise derrière, c'est juste pour nous endormir. Parce qu'avant que ça ne devienne loi, vous allez voir. Et maintenant, on dit projet de loi pour rendre aux populations spoliées les biens mal acquis.
ça, c'est une intention, c'est le sujet verbe complément qu'ils ont fait. Maintenant, dans le développement, ils disent quoi? Ça doit profiter à faire quoi? La coopération et le développement. Les coopérants viennent d'où? Les acteurs de développement, les experts en développement viennent d'où? Donc, c'est dire que l'argent va retourner. Donc, ils vont dire que nous avons vendu, nous avons fait tant. Donc, ça a rapporté tel milliard de francs. Maintenant, nous allons vous aider. Il faut développer des programmes. Et lorsque vous développez les programmes là, en fait, nous avons des experts qui sont des coopérants. Nous avons des experts en développement qui vont venir implémenter ce que vous avez fait. Et ils viennent là. Ils se comportent comme des expatriés, ils sont payés chèrement et vous allez voir que peut-être 10% va profiter aux nationaux même. Donc, c'est-à-dire, c'est une autre forme de spoliation des ressources. Donc ça aussi, moi, je ne crois pas trop à ça, mais je dis, nous sommes à l'ère des faits d'annonce et puis s'il y a des gens qui se complaisent dans ces effets d'annonce de façon... disons gratuite, donc ça n'engage que, mais moi je voudrais voir, il faudrait qu'on puisse aller au-delà de ces actions. Il ne faut pas laisser la plaie être gangrénée, dire après que nous avons trouvé les médicaments. Vous voyez, au moment de l'action de ces personnes dans le concert des biens mal acquis, il faut les stopper en même temps, les dénoncer et ça va décourager d'autres choses. Mais il ne faut pas encourager, disons, l'évasion de ces biens mal acquis, la domiciliation même sur vos territoires avec les bénéfices. Et si nous interrogeons, Michel, un peu, si vous avez aujourd'hui un appartement en Europe, est-ce que vous savez les coûts? C'est pas comme vous avez votre maison ici. Vous êtes libre. Non, vous payez les taxes. Vous payez les taxes. Même si vous voulez revendre ça, c'est bref, les agences immobilières vont vous aider à faire l'évaluation. Mais quand vous revendez, vous devez encore payer les taxes. C'est ce qui profite au Trésor français, par exemple. Donc, c'est dire que c'est toute une chaîne qui est mise en place. Donc, il va falloir décourager. Il ne faudrait pas. Il faut décourager dès le début. Il ne faudrait pas que l'action prospère et qu'on nous dise des siècles après ou des décennies après que non, qu'on va rendre aux populations spoliées les biens mal acquis. Ça, c'est trop facile. Les biens mal acquis, qui vont en jouir? Ce ne sont pas ces populations spoliées. Ce sont ces coopérants, ces experts en développement, en stratégie, en marketing, et ces gens qui s'investissent, qui nous inondent même avec les idées de trading, qui vont... Les laboratoires ont déjà travaillé, ils ont déjà pensé comment ils vont récupérer cela. Et puis reprendre par... Non, c'est pourquoi dans le développement, Francisco, ils ont parlé même de coopération et puis de développement. Ça, c'est dit. Rendre aux populations spoliées. C'est aux États qu'il faut rendre, ce n'est pas... Non, mais les populations ne pourront pas être quantifiées. Et les populations ne sont pas représentatives. Parce que c'est l'État qui est l'interlocuteur. Maintenant, on dit aux populations spoliées, ça, c'est pour juste soutenir leur action de coopération et puis de développement pour dire le bénéfice ou bien les bénéficiaires doivent être les populations. Donc on va venir faire des actions dans vos pays. On va venir faire des actions, mais on va vous dire même l'idée même de ce programme, c'est quantifié. C'est quantifié, c'est chiffré. Donc ils vont repartir. Ils ont déjà fait le calcul. Non, mais ils ont déjà fait le calcul. À peine nos États, ou bien nos États vont bénéficier de 20% de ces fonds qui vont être récupérés. Et justement, ces États, quels seront leurs mots à dire? Oui, mais... S'il y a mot. Non, mais c'est les États qui doivent s'organiser. D'accord? C'est les États qui doivent s'organiser. On dit, bon, ok, nous avons une justice, nous avons des programmes, nous avons des budgets que ce montant-là va venir financer. Est-ce que vous voyez? Nous, on n'est pas aux avant-postes. On ne réagit pas vite. On est là, c'est eux qui doivent nous proposer les programmes. Parce que, vous voyez, quand les petits fonctionnaires de FMI, Banque mondiale arrivent, vous voyez comment les gens courent derrière, comme si c'est des savants. C'est rien, ils lisent seulement des livres, ils viennent nous plaquer. Mais ça va être difficile pour les chefs d'État qui ont déjà fait cela, quand on prend la Guinée équatoriale.
Teodoro Obiangema Oui, mais a été, disons, l'artisan de ce qui s'est passé. Qu'est-ce que lui, il peut dire? Oui, mais ils sont encore au pouvoir. Si ça vient, ils vont retourner ça là-bas. Est-ce que vous voyez? Donc, les gens qui sont en train de l'autre côté, ils sont bien huilés. Ils ont des penseurs qui travaillent pour leur pays. Comment ces Africains-là, on doit continuer? Si nous débloquons 1 franc, comment on doit récupérer les 10 francs, 5 francs? Oui, oui. Donc, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. La dernière fois, je vous ai dit ici que quand le président français avait décidé qu'ils vont retourner une partie, combien de milliards, sur les réserves du franc CFA, mais on ne nous a jamais fait le compte. Et aucun président, aucun ministre de l'économie et des finances ne nous a présenté quelle est la cagnotte par rapport à ce qui est resté dans le trésor français depuis des années et qui générait des intérêts. On ne nous a jamais dit. Et je vous disais que cet argent qu'on dit on va nous retourner, c'est pour acheter les armes, c'est pour acheter les vaccins. Est-ce que vous voyez, comme aujourd'hui c'est Covid et tout le monde veut qu'on finance Covid, donc tous ces sous-là vont repartir parce qu'ils ont vu que nos pays sont tellement endettés et qu'on ne veut plus leur faire les prêts. Mais donc on va débloquer un peu, voilà. C'est la même situation pratiquement au niveau de ces biens mal acquis qu'ils veulent retourner, mais ils veulent retourner en envoyant d'abord leurs experts pour venir, n'est-ce pas, recueillir, gagner encore et retourner, parce que c'est de l'autre côté, ils paient les impôts, ce n'est pas chez nous. Oui, si vous permettez, je voudrais juste donner un exemple. Je ne vais pas citer le corps de métier, mais je dis c'est dans les systèmes de sécurité. Vous voyez, il y a un expatrié, un MDL, un maréchal de logis, qui est venu ici pour donner des cours à un corps de métier où il y avait même des officiers. Donc, je parle de l'expertise en termes de ressources humaines. Nous en avons dans nos pays, mais on ne les valorise pas. Mais quand ça vient de l'extérieur, on dit, nous mettons tous les moyens. Et vous voyez, le MDL, là, le maréchal de logis, là, le 2V, c'est sur un projet qui a été financé par un État. Mais l'État dit, nous avons un spécialiste qu'on a déplacé d'un pays africain qui était en poste dans un pays africain. On dit que c'est lui qui a fait la spécialisation dans la métropole. On l'a amené pour former les gens. Et dans sa classe, on retrouve non seulement des officiers à qui il a dit, tout respect dû, messieurs les officiers, vous allez oublier ou bien vous allez ranger vos galons dans vos poches. Parce que ici, c'est moi qui suis le chef. Et dans la même salle de cours, il y a des MDL qui sont des Togolais, mais qui ont fait la même spécialisation en qui nous ne faisons pas confiance. Donc vous voyez, est-ce que vous pouvez imaginer combien on peut payer à la hiérarchie de ce MDL-là qui est arrivé, combien on peut payer comme frais de consultation à ce MDL-là qui n'a rien à envier à nos MDL qui ont eu la même formation, qui sont mieux outillés que ces personnes. Ça, c'est le premier exemple. Le second exemple, c'est toujours dans le domaine de la sécurité. Ça, c'est quelqu'un qui est aujourd'hui un haut gradé, qui n'est plus au pays, qui a raconté ça que lorsqu'ils étaient en Europe pour leur spécialisation dans les forces de sécurité, il a cheminé avec quelqu'un qui s'était révélé le dernier de la promotion. Mais quand il était aux affaires, voilà que c'est le dernier qu'on amène comme expert qui va venir faire quelque chose. Mais le monsieur, il a dit non. Le monsieur l'a posé lui la question. C'était le dernier de notre promotion, alors que moi, je faisais partie des meilleurs. Donc, je ne peux pas lui permettre de venir blaguer mes éléments ici. Mais il a demandé, on l'a pas éconduit, mais on l'a rapatrié. Donc, c'est dire que il vous donne par la main droite, mais il y a toujours la main gauche qui reprend tout. Ça, c'est notre risque. Il faut une responsabilité, il faut une fermeté pour dire, nous avons nos états de dépenses pour former les gens, mais utilisez-les. Chacun est doué dans son milieu, utilisez-les. Faisons confiance à nos ressources humaines que nous avons. Allez, on va marquer la pause pour le journal, c'est la grande pause. Et on revient après avec nos chers amis Credo Tété et Francisco Napokura.